Après 13 ans passés à diriger l'entreprise du père de ma femme, j'avais finalement réussi à la valoriser à 80 millions d'euros, mais lors d'un dîner de famille, ma femme et son père m'ont regardé en souriant et ont dit « Le nouveau mari de ta femme va prendre la relève maintenant », mon cœur s'est effondré. Mais j'ai rendu leur sourire, sans savoir que le lendemain matin au travail allait tout changer. Je m'appelle Nicolas Harel, j'ai 41 ans et jusqu'à il y a 2 mois, je pensais avoir construit la vie parfaite, j'étais le PDG des Industries Rive-Sud, une entreprise de pièces industrielles de taille moyenne que j'avais transformée d'une affaire familiale en difficulté en un empire de 80 millions d'euros. L'entreprise appartenait à mon beau-père, Gérard Pelletier, qui m'avait confié les rênes il y a 13 ans lorsque j'ai épousé sa fille, Emma. À l'époque, Rive-Sud perdait de l'argent à une vitesse folle, il fabriquait des composants industriels décents, mais la gestion était un désastre. Gérard était brillant en ingénierie mais terrible en affaires, et l'entreprise était à 2 trimestres du dépôt de bilan lorsque j'ai franchi les portes de l'usine pour la première fois en tant que nouveau directeur des opérations. Emma et moi nous étions rencontrés lors d'un gala de charité au centre-ville de Lyon, elle avait 25 ans, belle de cette manière naturelle qui vient de la vieille bourgeoisie et d'une bonne éducation, cheveux blonds toujours parfaitement coiffés, vêtements de créateur qui semblaient décontractés mais coûtaient probablement plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. Elle travaillait comme coordinatrice d'événements pour l'entreprise de son père, organisant des soirées d'entreprise et des événements pour les donateurs. J'avais 28 ans, je venais de réussir le redressement d'une usine de fabrication près de Grenoble et je cherchais mon prochain défi. Lorsque Gérard Pelletier m'a approché lors de ce gala et a commencé à parler des problèmes de son entreprise, j'ai vu une opportunité, mais quand sa fille Emma m'a souri de l'autre côté de la fontaine à champagne, j'ai vu tout autre chose. Nous sommes sortis ensemble pendant 8 mois avant que je ne la demande en mariage. Gérard était ravi, il cherchait quelqu'un pour aider à sauver son entreprise, et j'étais là, jeune, ambitieux, avec un palmarès de redressement d'entreprise en difficulté, le fait que j'épouse son unique enfant était la cerise sur le gâteau. Le mariage était tout ce dont Emma avait toujours rêvé, 300 invités au Grand Hôtel Dieu, un orchestre, des fleurs importées de Hollande et une lune de miel à Bora Bora qui a coûté plus cher que ma première voiture. Gérard n'a reculé devant aucune dépense pour sa princesse. 2 semaines après notre retour de lune de miel, Gérard m'a nommé directeur des opérations avec une voie claire vers le poste de PDG, et en 3 ans, je dirigeais toute l'entreprise. Gérard s'est retiré dans un rôle consultatif, passant la plupart de son temps sur les terrains de golf pendant que je reconstruisais son entreprise à partir de zéro. Si vous appréciez cette histoire de trahison d'entreprise et de vengeance cachée, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer la suite. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions sur les entreprises familiales et la loyauté. Et si vous pensez que Nicolas est sur le point de leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais, explosez ce bouton j'aime. Maintenant, retour à l'histoire. Les 5 premières années ont été brutales, je travaillais 80 heures par semaine à restructurer les départements, renégocier les contrats avec les fournisseurs, mettre en œuvre de nouveaux systèmes de contrôle qualité. J'ai licencié 40% de la main-d'œuvre, non pas parce que je le voulais, mais parce que les poids morts tiraient l'entreprise vers le fond. Chaque décision que je prenais était critiquée par quelqu'un, chaque changement que je mettais en œuvre rencontrait de la résistance, mais les chiffres ne mentaient pas. Première année, nous avons arrêté l'hémorragie, deuxième année, nous étions à l'équilibre, troisième année, nous avons fait des bénéfices, et à la 5e année, les industries Rive-Sud généraient 20 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et j'avais commencé à m'étendre sur de nouveaux marchés. Emma était fière de moi, ou du moins elle semblait l'être, elle adorait parler à ses amis de la haute société de son mari, le PDG, de la croissance de l'entreprise, de notre richesse croissante. Nous avons acheté une maison dans les Monts d'Or, le genre d'endroit avec une vue imprenable sur la Saône et assez de mètres carrés pour s'y perdre. Nous prenions des vacances en Europe, conduisions des voitures de luxe et faisions des dons à toutes les bonnes œuvres caritatives. Gérard me traitait comme le fils qu'il n'avait jamais eu. À chaque réunion du conseil d'administration, il me tapait sur l'épaule et disait aux autres membres quelle chance il avait de m'avoir trouvé, comment j'avais sauvé son héritage, comment sa fille avait bien choisi. Mais avec le recul, je vois les signes que j'ai manqués, la façon dont Emma devenait distante chaque fois que je parlais de travail, la façon dont elle changeait de sujet quand je mentionnais de nouveaux plans d'expansion, les fois où son téléphone vibrait au dîner et où elle s'excusait pour répondre, toujours avec la même excuse d'une urgence fournisseur ou d'une crise client. J'étais trop concentré sur la construction de l'entreprise pour remarquer que mon mariage s'effondrait, trop obsédé par l'atteinte des objectifs de revenus pour voir que ma femme passait moins de temps à la maison et plus de temps en voyage d'affaires, ce qui n'avait jamais vraiment de sens. À la 10e année, Rive-Sud réalisait 55 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, j'avais négocié des contrats avec 3 grands constructeurs automobiles,
nous nous étions développés dans les composants aérospatiaux et avions ouvert une deuxième usine en Allemagne. Les publications industrielles écrivaient des articles sur notre réussite. Gérard était invité à prendre la parole lors de conférences d'affaires sur la planification de la succession et les transitions d'entreprise familiale. Je pensais assurer notre avenir, il s'avère que je me rendais juste obsolète. Les signes avant-coureurs ont commencé à apparaître il y a environ 6 mois, bien que je ne l'ayais pas reconnu à l'époque. Emma a commencé à mentionner un vieil ami d'université nommé Théo Bertrand qui avait récemment déménagé à Lyon. Elle l'évoquait nonchalamment lors des conversations au dîner, parlant de sa réussite dans le capital risque, de son charme, de la façon dont Gérard l'avait croisé au club privé. Puis Théo a commencé à apparaître aux fonctions familiales, d'abord à l'anniversaire de Gérard, puis au déjeuner du dimanche au domaine des Pelletiers. Il était doué, je lui accorde ça, grand, en forme, avec cette assurance facile qui vient du fait d'avoir grandi riche et de n'avoir jamais vraiment eu à lutter pour quoi que ce soit. Il portait des costumes sur mesure, conduisait une Porsche et avait une façon de faire sentir à chacun dans la pièce qu'il était la personne la plus importante. Gérard l'adorait, il passait des heures à parler de tendances commerciales, d'opportunités de marché, de stratégies d'investissement. Théo complimentait la vision de Gérard, louait son héritage en ingénierie et suggérait des moyens de faire passer Rive-Sud au niveau supérieur. Pendant ce temps, j'étais assis là à regarder, me sentant de plus en plus comme la 5e roue du carrosse dans ma propre vie. Emma a commencé à travailler tard plus souvent, elle rentrait à la maison sentant une eau de Cologne coûteuse qui n'était pas la mienne, prétextant des dîners avec des clients, et quand je demandais quels clients, elle se mettait sur la défensive, m'accusant d'être contrôlant et paranoïaque. Je n'étais pas paranoïaque, j'étais observateur, et ce que j'observais, c'était ma femme se déconnectant lentement de notre mariage tout en se rapprochant de Théo Bertrand. Il y a 3 mois, Gérard m'a demandé de venir à son bureau pour ce qu'il a appelé une discussion de famille. Quand je suis arrivé, Théo était déjà là, assis dans le fauteuil que j'occupais habituellement lors de ces réunions. « Nicolas, dit Gérard en me faisant signe de m'asseoir, je voulais te parler de l'avenir de Rive-Sud. Nous avons eu un parcours incroyable et tu as fait un travail formidable pour transformer cette entreprise, mais je pense qu'il est temps que nous commencions à penser à la prochaine phase. » J'ai hoché la tête, supposant qu'il parlait des plans d'expansion dont nous discutions, la nouvelle usine dans le Nord, l'acquisition potentielle en Belgique. Théo m'a consulté sur une planification stratégique, a poursuivi Gérard, il a des idées innovantes sur l'introduction en bourse de Rive-Sud, l'attraction d'investissements en capital risque, vraiment passer à l'échelle supérieure d'une manière que nous n'avions pas envisagée. J'ai regardé Théo, qui m'a rendu mon sourire avec des dents parfaitement blanches. Nicolas, ton expertise opérationnelle a été inestimable, dit-il de cette voix douce, mais la croissance à ce niveau nécessite des compétences différentes, ingénierie financière, relations avec les investisseurs, positionnement sur le marché, c'est ma spécialité. Que proposez-vous exactement, ai-je demandé, sentant la glace se former dans mon estomac. Gérard s'est raclé la gorge, nous envisageons d'intégrer Théo en tant que conseiller stratégique, quelqu'un qui peut nous guider à travers la prochaine phase de croissance. Tu serais toujours PDG, bien sûr, mais Théo travaillerait en étroite collaboration avec nous deux sur la stratégie de haut niveau. Cela semblait raisonnable, cela semblait être une décision commerciale intelligente, cela semblait être le début de la fin. Au cours des 3 mois suivants, le rôle de Théo s'est élargi, il a commencé à assister aux réunions exécutives, pesant sur des décisions qui étaient autrefois les miennes, il passait outre mes recommandations, citant des études de marché que je n'avais jamais vues, il planifiait des réunions avec des clients clés sans m'inclure, puis faisait rapport à Gérard sur la façon dont elles s'étaient bien passées. Et à travers tout cela, Emma le soutenait, elle défendait ses idées au dîner, critiquait ma résistance au changement, suggérait que j'étais peut-être menacé par quelqu'un de plus jeune et de plus innovant. Je n'étais pas menacé, je regardais un coup d'État se dérouler au ralenti. La véritable trahison s'est produite il y a 2 semaines lors d'un dîner de famille au domaine Pelletier, c'était censé être une célébration, Rive-Sud venait de clôturer son meilleur trimestre, atteignant 80 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, j'avais travaillé pendant 13 ans pour nous amener ici, et Gérard avait insisté pour un dîner de famille pour marquer l'occasion. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas quand je suis arrivé et que j'ai vu la Porsche de Théo dans l'allée, il n'était pas de la famille, il n'était même pas encore officiellement un employé, mais il était là, assis à la table à manger comme s'il y avait sa place. Gérard a levé sa coupe de champagne une fois que nous étions tous assis, à Nicolas, dit-il, pour 13 années de service dévoué aux industries Rive-Sud, tu as emmené mon entreprise plus loin que je n'aurais jamais rêvé. Tout le monde a trinqué, j'ai souri, me sentant fier malgré le nœud dans mon estomac. Et maintenant, continua Gérard, son sourire s'élargissant, il est temps de parler de l'avenir. Emma,
Pourquoi ne partages-tu pas nos nouvelles? Ma femme m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Nicolas, nous voulions que tu l'entendes de nous en premier. Théo et moi nous voyons depuis 6 mois, nous sommes amoureux et nous allons nous marier. La pièce a basculé, j'ai serré ma coupe de champagne si fort que je suis surpris qu'elle n'ait pas éclaté. Je sais que c'est un choc, a continué Emma, sa voix stable et répétée, mais Théo et moi avons réalisé que nous sommes mieux assortis. Tu es un homme formidable, Nicolas, mais tu es marié à ton travail. Théo me comprend d'une manière que tu n'as jamais faite. J'ai regardé Gérard, attendant qu'il s'y oppose, qu'il me défende, qu'il montre une certaine loyauté après 13 ans de transformation de son entreprise. Au lieu de cela, il a hoché la tête avec sympathie. Ces choses arrivent, fils, a dit Gérard, le bonheur d'Emma est ce qui compte le plus, et la bonne nouvelle est que nous avons élaboré un arrangement très équitable pour tout le monde. Théo s'est penché en avant, ce sourire lisse ne faiblissant jamais. Nicolas, tu as construit une fondation incroyable à Rive-Sud, mais Emma et moi pensons qu'il est préférable de faire une rupture nette. Je prendrai la relève en tant que PDG à compter du mois prochain. Gérard et moi avons déjà réglé les détails. Mon cerveau avait du mal à traiter ce que j'entendais. Gérard avait donné mon travail, le travail que j'avais occupé pendant une décennie, le travail que j'avais utilisé pour sauver son entreprise en faillite, à l'homme qui volait ma femme. Vous me virez, ai-je dit calmement. Pas viré, corrigea Gérard, nous rachetons ton contrat, très généreusement, je pourrais ajouter, tu recevras 2 ans de salaire comme indemnité de départ, tous tes avantages jusqu'à la fin de l'année, et une lettre de recommandation élogieuse, tu retomberas sur tes pieds, Nicolas, tu es talentueux. Emma a tendu la main à travers la table, mais j'ai retiré la mienne. Nicolas, s'il te plaît, comprends, ce n'est pas personnel, nous pensons juste que c'est mieux pour tout le monde si nous faisons une rupture nette. Tu ne peux pas espérer continuer à travailler à Rive-Sud alors que Théo et moi sommes mariés, ce serait trop gênant. J'ai regardé autour de la table ces gens que je considérais comme ma famille, Gérard, que j'avais rendu millionnaire plusieurs fois, Emma, que j'avais aimé et soutenu pendant 13 ans, Théo, qui s'était glissé dans ma vie comme un serpent et avait volé tout ce que j'avais construit. Et puis j'ai souri, ce n'était pas un sourire joyeux, c'était le sourire d'un homme qui venait de réaliser qu'il jouait aux échecs alors que tous les autres jouaient aux dames, le sourire de quelqu'un qui comprenait que le jeu n'était pas encore terminé. Félicitations, ai-je dit calmement, j'espère que vous serez tous les deux très heureux ensemble. Le soulagement sur leur visage était presque comique, ils s'attendaient à de la colère, peut-être des menaces ou des larmes, au lieu de cela, j'étais d'accord avec eux, leur facilitant la tâche. Tu prends ça remarquablement bien, dit Gérard, clairement surpris. Quel est l'intérêt de faire une scène, ai-je répondu, Emma a raison, si elle est plus heureuse avec Théo, alors c'est ce qui compte, et Théo, je suis sûr que tu feras de grandes choses avec Rive-Sud, tu as une base solide sur laquelle construire. J'ai levé mon verre au nouveau départ pour tout le monde, nous avons trinqué à nouveau, mais cette fois l'atmosphère était différente, confuse, ils s'étaient préparés à un combat et je leur avais donné la reddition. J'ai quitté le domaine Pelletier ce soir-là avec tout le monde pensant que j'étais un homme brisé, vaincu, prêt à prendre mes indemnités et à m'éclipser tranquillement, ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré chez moi, j'ai conduit jusqu'à mon bureau à Rive-Sud, j'ai passé mon badge d'accès qui fonctionnait encore pour un autre mois et je suis allé directement à mon serveur privé. Pendant 13 ans, j'avais construit cette entreprise, et pendant 13 ans, j'avais tout documenté, chaque contrat que j'avais négocié avait une copie personnelle sauvegardée, chaque processus propriétaire que j'avais développé m'appartenait, pas à Rive-Sud, chaque relation client clé que j'avais construite était basée sur la confiance personnelle, pas sur la loyauté corporative, et plus important encore, chaque innovation qui avait fait passer Rive-Sud de 10 millions à 80 millions d'euros avait été enregistrée à mon nom auprès de l'INPI, et non à celui de l'entreprise. Vous voyez, j'avais appris quelque chose tôt dans ma carrière, quand on travaille pour une entreprise familiale, on n'est jamais vraiment de la famille, on est un employé qui peut être licencié dès qu'on devient gênant, alors je m'étais protégé. Les brevets à eux seuls valaient des millions, les processus de fabrication que j'avais développés, les systèmes de contrôle qualité, les innovations de la chaîne d'approvisionnement, tout était à moi. Gérard avait été tellement concentré sur les résultats trimestriels qu'il n'avait jamais prêté attention à la propriété intellectuelle que j'accumulais, et puis il y avait les clients, 3 grands constructeurs automobiles, 2 entreprises aérospatiales et une douzaine de producteurs d'équipements industriels. Ils avaient tous des contrats avec Rive-Sud, mais ces contrats avaient été négociés par moi personnellement, les directeurs des achats connaissaient mon nom, faisaient confiance à ma parole et avaient mon numéro de portable personnel. J'ai passé toute cette nuit à copier des fichiers, sécuriser des brevets et rédiger un plan d'affaires. Au lever du soleil, j'avais tout ce dont j'avais besoin.
Le lendemain matin, je suis entré chez Rive Sud comme si de rien n'était. Théo était déjà dans ce qui était mon bureau, réarrangeant les meubles et prenant des appels. J'ai frappé poliment à l'encadrement de la porte. Bonjour Théo, je voulais juste dire sans rancune pour tout, je sais que tu prendras bien soin de l'entreprise. Il avait l'air surpris mais content. Merci Nicolas, ça signifie beaucoup, j'avais peur qu'il y ait un certain malaise. Pas du tout, ai-je dit, en fait, je voulais te prévenir de quelque chose, j'ai une réunion avec le groupe Harrison cet après-midi, c'est l'un de nos plus gros clients, un contrat annuel d'environ 18 millions d'euros, je me suis dit que je devrais gérer la transition personnellement, te présenter, m'assurer qu'ils sont à l'aise avec le changement de direction. Les yeux de Théo se sont illuminés, ce serait génial, vraiment professionnel de ta part. J'ai souri, je veux juste m'assurer que tout le monde retombe sur ses pieds. La réunion avec le groupe Harrison a duré exactement 45 minutes, j'ai présenté Théo comme le nouveau PDG, loué sa vision et sa stratégie. Et puis j'ai calmement mentionné que je lancerais ma propre entreprise de fabrication le mois prochain et que j'adorerais continuer à travailler avec eux dans ma nouvelle aventure. L'équipe Harrison n'a même pas hésité, Nicolas, nous travaillons avec vous depuis 8 ans, a dit le directeur des achats, vous êtes la raison pour laquelle nous avons choisi Rive Sud en premier lieu, si vous lancez votre propre entreprise, vous aurez nos commandes. Le visage de Théo est devenu pâle, mais notre contrat a-t-il commencé? Notre contrat est avec les industries Rive Sud, l'a interrompu le directeur, et il expire dans 2 mois, nous ne le renouvellerons pas, nous transférerons nos affaires vers la nouvelle entreprise de Nicolas. 1 de moins. Au cours de la semaine suivante, j'ai eu des conversations similaires avec chaque client majeur, les entreprises aérospatiales, les fabricants d'équipements industriels, même les petits comptes qui avaient grandi avec nous au fil des ans, le message était toujours le même, Rive Sud avait réussi grâce à moi, et il me suivait où que j'aille. Théo a essayé d'arrêter ça, il a convoqué des réunions d'urgence, offert des rabais, a même fait appeler Gérard personnellement certains clients, mais le mal était fait, en 10 jours, Rive Sud avait perdu 73% de sa clientèle. Mais je n'avais pas fini, rappelez-vous ces brevets que j'ai mentionnés? Il s'avère que les processus de fabrication de base qui rendaient Rive Sud compétitif étaient tous enregistrés à mon nom, les systèmes de contrôle qualité, les protocoles d'efficacité, même les mélanges d'alliage propriétaires que nous utilisions pour certains composants, tout était à moi. J'ai déposé les papiers auprès de l'Office des brevets révoquant officiellement la licence de Rive Sud pour utiliser ma propriété intellectuelle avec effet immédiat. Gérard m'a appelé, furieux, tu ne peux pas faire ça, Nicolas, tu vas détruire l'entreprise. Je peux, et je le fais, ai-je répondu calmement, ces brevets sont à moi, je les ai développés, je les ai enregistrés et je les possède, si Rive Sud veut continuer à les utiliser, ils devront me payer une licence, 2 millions d'euros par an me semble juste. C'est de l'extorsion. C'est les affaires, Gérard, c'est toi qui m'as appris ça. Emma a essayé ensuite, m'appelant en larmes, Nicolas, s'il te plaît, tu es vindicatif, c'est l'héritage de mon père que tu détruis. L'héritage de ton père? J'ai ri, Emma, l'entreprise de ton père valait 10 millions quand je t'ai épousé, j'en ai fait une entreprise de 80 millions en utilisant mes compétences, mes innovations et mes relations, la seule chose que Gérard a contribué, c'est son nom sur la porte. Mais nous sommes une famille, sanglota TL. Non, Emma, nous ne le sommes pas, nous étions mariés, mais je n'ai jamais été de la famille, c'est devenu clair quand tu m'as échangé pour un modèle plus récent et que ton père a donné mon travail sans une seconde pensée, tu veux savoir ce qui est vraiment drôle? Théo est sur le point de diriger une entreprise sans clients, sans technologie propriétaire et sans PDG qui sait réellement comment fabriquer quoi que ce soit. Le coup final est venu d'une source inattendue, ma numéro 2 à Rive Sud, une femme nommée Sarah Michel, que j'avais promue de chef d'atelier à directrice des opérations au cours des 5 dernières années. Elle m'a appelé 3 jours après la réunion Harrison, Nicolas, je donne ma démission à Rive Sud, David, Jennifer et Marc de l'équipe de direction aussi, nous aimerions savoir si tu embauches. J'ai souri au téléphone, envoyez-moi vos CV, je vais avoir besoin de bons éléments. À la fin du mois. J'avais recruté 12 des meilleurs cadres et ingénieurs de Rive Sud, les gens qui savaient réellement comment faire tourner l'opération, ceux qui m'avaient été fidèles, pas au nom Pelletier. Ma nouvelle entreprise, Harel Industries, a ouvert ses portes 6 semaines après ce dîner de famille, j'avais sécurisé une installation à Villefranche, loué de l'équipement et j'avais des contrats de 85% de mon ancienne clientèle avant même que nous ayons commencé la production. Rive Sud, pendant ce temps, était en chute libre, sans clients, sans les brevets qui les rendaient compétitifs et sans personne qui savait réellement gérer une opération de fabrication. Théo se noyait, l'entreprise qui valait 80 millions d'euros ne valait plus qu'à peine 20 millions et chutait rapidement.
Gérard a essayé de sauver les meubles, il est venu à mon nouveau bureau, chapeau bas, l'air d'avoir pris 20 ans de plus qu'à ce dîner. Nicolas, dit-il doucement, j'ai fait une erreur, nous l'avons tous faite, que puis-je faire pour arranger ça? J'ai regardé l'homme qui m'avait donné sa fille et son entreprise, puis les avait repris tous les deux quand quelque chose de plus brillant est arrivé. Tu ne peux rien arranger, Gérard, tu as eu 13 ans pour me traiter comme une famille, au lieu de cela, tu m'as traité comme un employé utile qui pouvait être jeté quand c'était pratique, maintenant tu fais face aux conséquences. Mais l'entreprise, mon héritage. Ton héritage est parti, Gérard, tu l'as donné le soir où tu as choisi Théo plutôt que l'homme qui l'a réellement construit. Rive-Sud sera en faillite dans 6 mois, le bâtiment et l'équipement seront vendus pour payer les créanciers, et Théo passera à sa prochaine opportunité de capital risque, te laissant avec rien d'autre que des souvenirs de ce qui aurait pu être. S'il te plaît, Nicolas, il doit y avoir quelque chose. Je me suis penché en arrière dans ma chaise de la même manière que Gérard le faisait. En fait, il y a une chose, je serais prêt à racheter les actifs restants de Rive-Sud, le bâtiment, l'équipement, le nom Pelletier, je te donnerai 8 millions d'euros pour le tout, c'est plus que ce que ça vaut maintenant, mais je me sens généreux. 8 millions? Le visage de Gérard est devenu rouge, l'entreprise vaut. Elle vaut plus que ça? Plus maintenant, pas sans client, brevet ou gestion compétente, 8 millions, Gérard, c'est à prendre ou à laisser. Il a pris l'offre, quel choix avait-il? 3 mois plus tard, Arel Industries a absorbé ce qui restait de Rive-Sud, j'ai gardé le bâtiment comme deuxième site, vendu l'équipement obsolète et retiré définitivement le nom Pelletier, l'héritage de Gérard, l'entreprise que son grand-père avait fondée il y a 70 ans, a cessé d'exister. Les fiançailles d'Emma et Théo ont duré à peu près aussi longtemps que Rive-Sud, il s'avère que Théo ne s'intéressait à Emma que lorsqu'elle venait avec une entreprise prospère et un père riche, une fois les deux partis, lui aussi. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il avait déménagé en Californie et travaillait comme consultant pour des startups technologiques. Emma a essayé de me contacter une fois quelques mois après que tout se soit effondré, elle s'est présentée à mon nouveau bureau, ne portant plus de vêtements de créateur, l'air fatigué et triste. Nicolas, j'ai fait une terrible erreur, pouvons-nous parler? J'ai regardé la femme que j'avais aimée pendant 13 ans, la femme qui était restée là pendant que son père donnait mon travail à son petit ami, la femme qui avait choisi l'excitation plutôt que la loyauté. Il n'y a rien à dire, Emma, tu as fait ton choix, je vis juste avec les conséquences de ta décision. Je suis désolé, j'ai été stupide, Théo semblait excitant, mais ce n'était pas toi, tu étais celui qui tenait vraiment à moi, à l'entreprise, à construire quelque chose de durable. Tu as raison, je tenais à ça, pendant 13 ans, j'ai tenu à toi et à ton père plus que je ne tenais à me protéger, c'était mon erreur, mais j'en ai tiré la leçon. Alors, c'est tout? Nous avons fini? Nous avons fini depuis le soir où tu as annoncé tes fiançailles à un autre homme lors d'un dîner qui était censé célébrer mon succès, je suis juste le seul qui a continué à jouer le jeu. Elle est partie et je n'ai plus eu de nouvelles d'elle depuis. Aujourd'hui, Arel Industries réalise 90 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, nous nous sommes étendus dans 3 régions, employons 240 personnes et je possède 100% de l'entreprise, pas d'associés, pas d'investisseurs, pas de membres de la famille qui peuvent me la reprendre. Je me réveille chaque matin dans une maison que j'ai conçue moi-même, pas d'Emma, pas de beaux-parents, pas de faux dîners de famille où les gens font semblant de s'intéresser tout en prévoyant de vous trahir, juste moi, mon entreprise et l'équipe que j'ai construite. Parfois, les gens me demandent si je me sens coupable d'avoir détruit l'héritage de Gérard, la réponse est non, Gérard a détruit son propre héritage au moment où il a choisi Théo plutôt que l'homme qui avait réellement sauvé son entreprise, j'ai juste fait en sorte que les conséquences correspondent à la trahison. Le mois dernier, j'ai croisé Gérard dans un café au centre-ville, il était seul, l'air petit et vaincu, il a commencé à dire quelque chose, mais j'ai juste hoché la tête poliment et je suis passé devant, certaines personnes méritent une conclusion, Gérard Pelletier n'en faisait pas partie. La leçon que j'ai tirée de tout cela est simple, en affaires et en famille, la loyauté est tout, mais cette loyauté doit aller dans les deux sens, quand quelqu'un vous montre qu'il ne vous apprécie que pour ce que vous pouvez fournir, croyez-le et protégez-vous en conséquence. J'ai passé 13 ans à construire le rêve de quelqu'un d'autre, pensant que je construisais une famille, quand ils m'ont jeté, j'ai pris tout ce que j'avais construit et je l'ai fait mien, maintenant je construis mon propre rêve, mon propre héritage, avec des gens qui ont gagné leur place par la loyauté, pas par le sang. Gérard Pelletier pensait qu'il pouvait prendre mon travail et le donner à quelqu'un d'autre, Emma pensait qu'elle pouvait me remplacer sans conséquence, Théo pensait qu'il pouvait charmer son chemin vers un empire que quelqu'un d'autre avait construit, ils avaient tous tort. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire vos ennemis,
c'est de construire quelque chose de si réussi qu'ils doivent vous regarder prospérer pendant qu'ils échouent, c'est prendre tout ce qu'ils pensaient être à eux et prouver que c'était toujours à vous, c'est sourire et leur souhaiter bonne chance pendant que vous démantelez systématiquement leur monde. Je suis Nicolas Harel, j'ai passé 13 ans à rendre quelqu'un d'autre riche, puis ils ont essayé de me jeter, maintenant je suis plus riche qu'ils ne l'ont jamais rêvé, et ils se retrouvent avec rien d'autre que des regrets et la compréhension lente qu'ils ont parié sur le mauvais homme. L'entreprise qu'ils pensaient être la leur a toujours été la mienne, ils ne l'ont juste pas réalisé avant qu'il ne soit trop tard.